OK, donc dans ce cours, ce que nous allons faire, c'est qu'on va parler du transport et la circulation. Je vais passer à travers de la circulation sanguine euh, et le transport des nutriments. Euh, Ce qu'il faut comprendre, c'est que encore comme les systèmes pulmonaires, quand on avait étudié le système pulmonaire, on avait vu un peu l'évolution de la respiration cellulaire. Ben, le système de transport est très similaire. Les premiers organismes n'avaient pas besoin d'un système circulatoire pour faire, ben, pour faire promener les nutriments ou la nourriture ou même l'oxygène d'un endroit à l'autre du corps. Si on regarde à une cellule ou à un organisme unicellulaire, comme une bactérie, ben, tout se retrouve dans une cellule. Donc, j'ai pas besoin des vaisseaux sanguins pour promener, pour déménager de l'oxygène d'un endroit de la cellule à l'autre côté de la cellule ou d'éliminer les déchets d'un côté à l'autre côté. Tout est relativement proche, donc tout peut se faire avec des phénomènes naturels comme la diffusion. Maintenant, au fur et à mesure que les organismes deviennent plus grands et plus complexes, ben, les demandes en énergie, les demandes en nutriments augmentent. Et puis c'est là où il faut que le système devienne de plus en plus complexe et euh, de plus en plus performant parce que les différents animaux vont avoir des demandes plus importantes en énergie. Alors, en regardant à travers les différents systèmes de transport, on va regarder un peu à l'évolution de ces différents systèmes de circulation. Vous pouvez utiliser on va utiliser la feuille de photocopie. On va commencer à partir de la page 9, mais je vais faire référence beaucoup au manuel aussi lors de ce cours ici. Alors, portez attention, ça va être beaucoup d'explications. Alors, suivez du mieux que vous pouvez. Si vous avez besoin d'écouter la vidéo plus qu'une fois, ça c'est correct. Vous allez avoir des lectures à faire, des choses à prendre en compte. Je vais vous indiquer les choses importantes à garder en tête. Donc, si on regarde au système de transport et la circulation, euh, dans le manuel, on va être en des pages 282 et 287. Alors, si vous voulez tourner vos manuels à ces pages-là, parce que je vais sauter d'un à l'autre de temps à autre, alors ça va vous permettre de suivre. Le premier système, c'est le système de transport élémentaire qu'on va observer. Le prochain, ça va être le système de transport ouvert. Par la suite, on va regarder le système de transport clos, ou des fois on va l'appeler le système de transport fermé. Et ensuite, on va regarder aux différentes sortes de cœurs dans un système de transport clos. Et puis, on va voir comment les cœurs ont évolué au fur et à mesure de l'évolution des organismes et la complexification des organismes. Donc, on a nos trois systèmes. On va regarder ces trois systèmes-là. Je vais dessiner les dessins. On va essayer de, ensemble, comprendre un peu mieux quoi comportent ces différents systèmes. Alors, le premier système, c'est le système de transport élémentaire. OK? Celui-là. Ce système, bien sûr, je vais faire un petit recul. Quand on parle des cellules, eux autres, ont des organismes unicellulaires ou même les organismes pluricellulaires primitifs qui contiennent juste deux ou trois cellules. Eux autres n'ont pas besoin de système de transport parce que tous les nutriments, tout est dans leur environnement immédiat, dans le cytoplasme. C'est quand on va aux animaux pluricellulaires primitifs qui ont plus que deux ou trois cellules, c'est là que le système de transport apparaît. Donc, dans le premier, le système de transport élémentaire, on va regarder un exemple des nidaires. Okay? Mais dans les nidaires, okay, écrit comme ceci, C-N-I-D-A-I-R-E-S. Okay? On ne prononce pas le C, juste nidaire. Okay? Ça, c'est un... Je ne sais pas comment je pourrais l'expliquer. C'est comme un... Ça a l'air un peu comme un ver de terre.
ouais. En tout cas, vous pouvez faire une recherche sur c'est quoi un nidaire, mais euh, ouais, vous pouvez faire une recherche à l'internet puis allez vous trouver des images. Maintenant, dans ce système-là, les liquides, des choses qu'on va manger, qui vont entrer par la bouche, puis ils vont être apportés dans une petite cavité qui est vraiment aussi grande que l'organisme. Alors, on va dire que, disons que ça ici, c'est mon organisme. Ok, il va avoir une bouche, puis il va avoir une cavité. Alors, je vais essayer de dessiner l'organisme. Ça va ressembler à un peu quelque chose de même. Je dessine vraiment pas bien. Ok. Mais qu'est-ce que vous allez remarquer, c'est que la cavité à l'intérieur va être vraiment, vraiment, vraiment grande comparée à tout le corps. Imagine, on avait un estomac aussi gros que notre corps. On pourrait manger des très grandes quantités de nourriture. Alors, la nourriture, elle va rentrer par la bouche et puis elle va se loger à l'intérieur de l'organisme. Et qu'est-ce qui va arriver, c'est que la nourriture va entrer directement dans les cellules qui se retrouvent, qui encerclent la cavité. Maintenant, tous les organes, toutes les parties, tous les morceaux de l'organisme qui ont besoin de la nourriture vont tous être relativement proches de cette grande cavité-là, de ce grand sac de nourriture-là. Donc, la nourriture peut aller presque directement à toutes les différentes parties. Ces organismes-là, ils n'ont pas besoin de sang, ok? Ils peuvent recevoir tout leur oxygène et leur nourriture parce que ces organismes-là, ils n'ont pas beaucoup de cellules en épaisseur. Alors, eux autres, toutes les cellules ont accès à la nourriture et à l'oxygène, l'air de l'extérieur. Donc, ils ont un système de transport très élémentaire. En principe, juste une bouche qui permet la nourriture de rentrer. Maintenant, la question est, quand les déchets sortent, okay, par où ça sort? Ben, les nidaires n'ont pas un anus. Ils n'ont pas une façon de sortir la nourriture. Alors, il faut que la nourriture, ou les déchets, en fait, ou les restes de nourriture qui n'ont pas été mangés, sortent par le même trou qui est rentré. Alors, les organismes très primitifs mangent et vont à la salle de bain, on va dire, par le même trou. Ils n'ont pas le choix. Tout entre puis tout sort par le même trou et tous les échanges sont faits dans la même cavité. Donc, c'est un système très simple. Ça fonctionne mieux que juste espérer que la nourriture apparaît à côté de toi. Mais c'est pas super performant. Si on regarde au manuel, ok, un exemple qu'on vous montre dans le manuel, c'est une méduse ici. Lui, il n'a pas besoin de système de transport interne parce que la méduse flotte dans l'eau, puis la nourriture va juste diffuser directement dedans. On va utiliser la diffusion. Si vous ne vous souvenez pas c'est quoi la diffusion, je vous suggère de retourner au premier cours de l'unité. Mais en tout cas, la majorité de ça, c'est des systèmes de circulation ou de transport élémentaire dépendent de la diffusion. Donc, la nourriture juste diffuse naturellement, les déchets diffusent naturellement. Alors, c'est un phénomène qui est relativement naturel. La nourriture veut aller à un endroit où il y a moins de nourriture, puis les déchets veulent aller à un endroit où il y a moins de déchets déjà. Donc, on vient à une égalité. Puis quand les déchets sortent, on absorbe de la nouvelle nourriture, ben, ce cycle continue. Okay. Donc, le prochain système qu'on va voir, c'est le système de transport ouvert. Okay. Le deuxième qu'on a dans nos photocopies. Ce système de transport ouvert, on va le voir un peu plus dans les insectes, ok? Puis les autres, ils donnent l'exemple de la sauterelle, ok? La sauterelle, ben,
je vais dessiner une image d'une sauterelle, mais elle possède un système ouvert, ok, mais ils ont seulement un vaisseau de sanguin. Puis je vais vous montrer comment ça marche dans quelques instants. Puis dans ce système-là, ok, le sang, il va directement dans les cellules, et puis peut aller puis revenir dans le même vaisseau, ok. Mais en tout cas, je vais vous montrer un peu, en fait, je vais vous montrer une image d'une sauterelle, puis je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, si on regarde dans le manuel, ok, on parle ici du système de transport ouvert. Ok. Il y a un système élémentaire, ouvert et clos. Alors, dans un système élémentaire, comme je vous ai montré, le leader, basically, un gros trou, c'est tout. On a ensuite le système de transport ouvert. Et puis l'exemple qu'on utilise dans le livre ici, c'est la sauterelle. Puis comme vous allez voir, ok, dans le système de transport ouvert, on a une bouche. Alors la nourriture peut entrer par la bouche. Ok. La nourriture passe à travers l'estomac. Ok. Et la nourriture va continuer par un intestin et sortir de l'autre côté. Alors c'est là où on peut commencer à voir qu'il y a un cycle, un peu comme nous les êtres humains. La nourriture entre d'un côté, sort de l'autre. Okay? Et puis ça, c'est c'est une étape pas mal importante de l'évolution. Et puis, tous les autres animaux plus tard, comme nous, les mammifères, les chiens, les chats, on utilise la même idée comme système. Mais nos systèmes est un système de transport plutôt clos. À remarquer ici, par contre, regardez leur système sanguin. Alors ça, c'est le système plutôt digestif. Mais regardez au système sanguin. Alors, il y a un système digestif assez complexe. Mais si on regarde au système sanguin, les sauterelles ont plusieurs cœurs. Le cœur, c'est comme un gros compartiment. OK? Et puis, il y a comme un gros vaisseau sanguin qui recouvre la totalité de la sauterelle. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est que la nourriture, elle, quand elle passe à travers ici, va diffuser, ok, va diffuser dans les vaisseaux pour promener le long de la sauterelle. Okay? Maintenant, la raison qu'on va appeler ça un système ouvert, c'est qu'il n'y a pas de cycle, il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin pour le sang. Le sang, il circule d'une façon et d'une autre, se promène d'un bout à l'autre à l'intérieur de l'aorte et entre les parties du cœur. Donc, c'est pas pire, c'est mieux que pas avoir de système sanguin, mais encore une fois, c'est pas super performant. Imaginez que vous voulez, je sais pas, transporter quelque chose d'un endroit à l'autre. Ben, c'est toujours plus facile de le faire dans un cycle, c'est plus rapide, c'est plus efficace. Mais dans ce cas-là, imaginez un chemin entre Regina et Saskatoon avec seulement une voie. Donc, les voitures peuvent seulement aller dans une direction ou dans l'autre direction, mais pas dans les deux. Alors, dans ce cas-là, ça pourrait être difficile, la quantité de voitures qui pourraient voyager. Et dans ce cas-ci, c'est la même chose. On peut juste aller circuler dans une direction à la fois. Donc, les échanges ne peuvent pas être très, très rapides. OK? Et puis, c'est vraiment pas aussi efficace. Alors, dans ce système ouvert, le sang ne circule pas. On se souvient, quand je vous ai montré le système circulatoire humain, je vous avais montré que le sang allait des poumons, des cœurs jusqu'aux poumons, du poumon jusqu'au cœur, du cœur jusqu'aux organes, des organes au cœur, et ainsi de suite. C'était un cycle. Tandis qu'un système de transport ouvert, c'est ouvert, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. OK? Façon de le penser, ouvert. OK? Comme ça. Début, fin. Ou fin, début. Et fermé, qu'on va voir dans quelques instants. OK? Ça se referme sur soi-même. Le début et la fin, quand on parle du système circulatoire. Maintenant, le système circulatoire, vous autres, le mot-clé ici, c'est le sang. OK? Et la nourriture.
Okay? Comment est-ce que le sang circule pour emmener la nourriture, les éléments nutritifs partout dans le corps, incluant l'oxygène. Le prochain système qu'on va regarder, c'est le système de transport clos, comme nous, comme les êtres humains. Okay? Alors, dans un système de transport clos, comme vous allez voir, okay, celui-là, il a évolué au fur et à mesure des temps. Alors, si on regarde un ver de terre, okay, et puis ici, on a un beau ver de terre. Okay. Ce ver de terre-là, si vous regardez à l'image, c'est pas mal petit. Mais vous allez voir qu'il y a toutes sortes de morceaux. Il y a un cerveau, il y a une bouche, il y a un anus. Donc, la nourriture entre d'un côté, sort de l'autre. Ça commence à avoir l'air un peu plus comme nous autres. On a un cerveau. Je ne peux pas m'imaginer combien de pensées un ver de terre peut garder dans son cerveau, mais il y en a. Et puis, ce que tu vas remarquer dans le ver de terre, qu'il y a plusieurs cœurs. Mais ce qui était intéressant, c'est que ils ont des vaisseaux sanguins, un vaisseau sanguin dorsal, c'est-à-dire le sang circule, okay, le long du dos et va circuler d'une façon circulaire, okay, et revenir sur soi-même. Okay? Donc, dans ce cas ici, les vaisseaux sanguins, il y a des vaisseaux sanguins sur le dos, le vaisseau sanguin dorsaux, puis un vaisseau sanguin ventral. Alors, le sang peut maintenant aller jusqu'à un bout, puis quand il arrive à l'autre bout, il revient jusqu'au cœur. Alors là, on a un cercle, okay, ou un système fermé. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'avec ça, okay, le vaisseau, par exemple, ici, peut apporter toute la nutrition ici. Il arrive à l'autre bout, puis là, il commence à ramasser les déchets jusqu'à ce qu'il arrive à l'autre bout. Puis en fait, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'il va prendre la nutrition en allant dans cette direction-là, puis accumuler les déchets pour les déposer à ce bout de site pour que ça sorte de l'anus. Alors, tu peux voir, okay, on a maintenant un cycle beaucoup plus efficace. Alors ici, c'est comme si on avait un chemin à double voie. Alors, les gens vont dans une direction, puis les gens peuvent revenir dans une autre direction, dans une autre voie, et ça rend la vie beaucoup plus facile, beaucoup plus efficace. Alors, on peut voir, on commence à avoir un système qui ressemble aux notes. Maintenant, on n'a pas plusieurs cœurs, on n'a pas des arcs aortiques, okay? Mais on commence à voir un système qui est un petit peu plus semblable au nôtre. Alors, système élémentaire, en d'autres mots, presque rien, aucun système. Système élémentaire, presque aucun système. Système ouvert, il n'y a pas de début, de fin, c'est juste comme une ligne. Et le système de transport clos a un cycle. Okay? Maintenant, dans les systèmes de transport clos, on a différentes sortes de cœurs. Okay? Parce que dans un système clos, même quand dans un système ouvert, il y a des cœurs, mais il faut que le sang circule d'une façon ou d'une autre. Alors, on a besoin d'un cœur. Le cœur nous permet de circuler le sang. Okay? Alors, dans un système clos, le cœur est évolué de plusieurs façons pour permettre au sang de circuler. Alors, on va regarder aux différentes sortes de cœurs et comment ils ont évolué. Puis pour pouvoir comparer ça, la meilleure façon de voir les différents cœurs, c'est de regarder à la page 286 du manuel. Okay? Et puis on va regarder plus en détail les schémas ici des cœurs des différents animaux. Vous allez remarquer quelque chose d'intéressant ici. OK? Alors, on va arrêter la vibration de ça. OK. Donc, les trois animaux qu'on va comparer ici, on va comparer le poisson ici, on va comparer un amphibien. Alors, dans ce cas ici, ça va probablement être une grenouille ou un crapaud. Et puis là, un mammifère moderne, comme un chat, dans ce cas ici. Donc, si on regarde chez un poisson, ce qui est vraiment intéressant par rapport à la circulation du sang, okay, c'est un système clos, alors le sang circule. Okay? Ce que tu vas remarquer,
c'est que le sang il va entrer dans une cavité qu'on va appeler un atrium. Okay? Et puis le sang dans l'atrium va ensuite être envoyé vers le ventricule. Okay? Et ce sang-là va aller vers l'aorte. Okay? Via le cône artériel. Puis ce que tu vas remarquer, c'est que tout le sang qui passe par le cœur est désoxygéné. Okay? Alors le sang va passer par le cœur, il va être désoxygéné, il va passer à travers le corps, okay? Au branchie. Le branchie va sortir le dioxyde de carbone, l'oxygène va rentrer, ça va aller aux organes et ensuite ça va arriver au cœur. Alors, dans ce cas-là, le sang passe seulement par le cœur une fois. Okay? Alors, il faut faire attention. Ici, le sang passe seulement par le cœur une fois. Alors, ça sort du cœur, ça se oxygène, okay? Ça absorbe les déchets, okay? On fait l'échange gazeux, puis ça revient au cœur. Donc, il n'y a rien qu'un cycle, puis le cœur a seulement deux compartiments, l'atrium et le ventricule. Okay? Alors, c'est un système primitif de cœur, mais qui permet au sang de circuler en cercle. Regardons le prochain organisme, dans ce cas ici, la grenouille, okay? Ou un crapaud dans ce cas-là. Le cœur ici a évolué, devenu plus performant. Okay? Si on regarde au cœur d'un amphibien comme une grenouille, vous allez remarquer qu'il y a trois compartiments. On a une oreillette gauche, okay? On a une oreillette droite, on a une oreillette gauche, et on a un grand ventricule. Puis ça, c'est pas mal intéressant. Alors, qu'est-ce qui arrive? On a le sang oxygéné qui entre un côté du cœur et on a le sang désoxygéné qui arrive de l'autre côté du cœur. Et tout ce sang-là va se mélanger dans le cœur, okay, et va être renvoyé partout dans toutes les autres parties du corps pour soit aller chercher plus de déchets ou pour envoyer l'oxygène vers les différents organes. Maintenant, comme tu peux t'imaginer, quand tu mélanges le sang oxygéné et désoxygéné, c'est pas très efficace. Okay? C'est une circulation qui n'est pas complète. C'est-à-dire que le sang est toujours sale. Il y a toujours une certaine quantité de déchets et toujours une certaine quantité d'oxygène dans le sang. Et puis, le fait que le sang se mélange dans le cœur, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu perds de l'énergie. Alors, dans ce cas-là, sang oxygéné, désoxygéné des poumons arrivent, ça se mélange et ça circule. Alors, dans ce cas ici, on a trois compartiments, puis ça circule un peu de même. OK? Les amphibiens, ça commence à être pas mal intéressant, leur sang, leur cœur, leur système circulatoire, mais le meilleur jusqu'à date, okay, celui-là qu'on peut voir, est le cœur à 4 compartiments. Alors, probablement au début des temps, la majorité des organismes avaient développé, les organismes plutôt complexes avaient un cœur à 2 compartiments. Ensuite, ça c'était pas assez bon. On a évolué à un cœur de 3 compartiments. Ça avait ses limites et les organismes ont évolué à un cœur encore plus performant, un cœur à 4 compartiments. Dans ce cas-là, ce qu'on remarque, c'est qu'on a une oreillette droite, une oreillette gauche, une ventricule gauche et une ventricule droite. Et, comme vous pouvez remarquer, comparé au premier cœur, le sang oxygéné et le sang désoxygéné est séparé l'un de l'autre. Alors, on n'a pas de mélange de sang. Le sang oxygéné reste avec le sang oxygéné. Le sang désoxygéné reste avec le sang désoxygéné. Et comme tu peux voir, c'est là où on a le sang arrive, okay, va arriver des organes, il va aller au poumon, il va se faire oxygéner, il va revenir, aller au corps, revenir. Et on a un beau cycle, okay, qui permet au sang d'être constamment oxygéné et constamment transporter des déchets sans avoir besoin de faire un mélange. Okay? Donc, ça, c'est super performant.
ça fonctionne très, très, très bien. Et c'est ça que nous avons, nous, dans notre corps. Alors, comme vous pouvez voir, l'évolution est allée de 2 compartiments, 3 compartiments, 4 compartiments. Si vous voulez, je vous suggère de prendre une petite pause peut-être, puis aller voir des vidéos sur YouTube, des animations peut-être même à l'Internet, des différents types de cœurs. Puis vous allez voir de façon un petit peu plus visuelle comment ces compartiments fonctionnent, comment le cœur fonctionne pour faire pomper le sang. Okay? Alors, si on retourne ici à nos notes, puis je vais faire un petit recul rapide. Okay? On va à la page 10. On a parlé de cœur à ben en fait, je devrais revenir à la première page. On a parlé de cœur, le cœur à 2 chambres. On a parlé du cœur à 3 chambres. On a parlé du cœur à 4 chambres. Okay? Alors, comment les cœurs ont évolué. Okay? Alors, je vous suggère, je vais vous donner comme devoir de lire quelques petites parties. Vous allez lire ça ici pour aller chercher un petit peu plus de détails. Mais en général, vous devriez avoir une bonne idée de comment les cœurs ont changé dans les différents organismes. Alors, on va regarder maintenant au système circulatoire des mammifères. OK? Et puis, par après, je vais vous donner plus de lecture, puis quelques questions à faire comme travail pour s'habituer à lire, étudier, et ainsi de suite. So, le système circulatoire des mammifères. Alors, on regarde plutôt en détail chez nous les mammifères. Et on revient à la section que je vous avais montrée auparavant, où on parle du système circulatoire des mammifères. Je vous avais déjà montré ici notre système. Okay? Alors, on peut voir, on a notre cœur, on a les poumons, comment le sang oxygéné et désoxygéné doit circuler dans le corps. Puis on voit un bel exemple de ça. Ça, c'est crucial, super important. Mettez une flèche, oups, j'ai dessiné par accident. Mettez une flèche, mettez un post-it note. Je vous dis, n'écrivez pas dans le manuel, mais ce diagramme, cette circulation-là est essentielle. Elle va être à l'examen et je vous garantis presque à 100% qu'elle va être sur l'examen du ministère. Donc, ça, c'est une section super, ultra importante à garder en tête quand vous allez faire vos études pour votre examen. Alors, quand on parle de notre système circulaire, 2 termes qu'on va utiliser, puis je vais juste voir. Il y a 2 termes qu'on va utiliser. C'est la grande circulation et la petite circulation. La grande circulation, c'est la circulation à l'intérieur du corps. La circulation pulmonaire. C'est la circulation qui va jusqu'aux têtes. Alors, tout le sang qui va aux têtes, le sang qui va aux reins, au tronc et aux jambes, on appelle ça la grande circulation. Okay? Et la petite circulation, okay, c'est la circulation qui se fait entre le cœur et les poumons. Okay? Donc, on va juste dessiner ça, on va l'écrire. Okay? De façon plus visible. Okay? Je vais l'écrire ici. Donc, la grande circulation. OK? Ça, c'est la circulation du sang. OK? Entre le cœur. OK? Et le corps. Donc, tout qui compose le corps, sauf les poumons. On a la petite circulation. Ça représente tout le sang qui voyage entre le cœur
et les poumons. Okay? Ça, c'est très important à garder en tête. Les deux sortes de circulation. Okay? Alors, on se souvient, okay, on a... Puis, je vais vous dessiner un autre dessin ici. C'est une autre représentation de l'image qu'on vient juste de voir. On a les organes. On va le redessiner un autre ici. On a les organes. On a le cœur. On a les poumons. Okay. Le sang va des organes au cœur. Comme ça. Alors, organe, cœur, cœur, poumon, poumon, cœur, cœur, organe. Et ça circule de même. Alors, tout ce qui est entre ici et là, ça va être la grande circulation. Puis tout ce qui se retrouve de ce côté-ci, jusqu'à là, ça va être la petite circulation. OK? Donc, gardez ça en tête. La grande et la petite circulation. Bien sûr, c'est tout un système circulatoire, mais on peut la diviser en deux composantes. Alors, on retourne à notre anatomie, à notre système circulatoire. Maintenant, ça ici, c'est relativement important quand on va travailler avec le système respiratoire, ou avec le système circulatoire plutôt. Il faut utiliser les bons termes. Okay? Alors, vous allez voir ici qu'on a des termes. On a une veine pulmonaire, on a une aorte, okay? On a la veine cave supérieure, on a l'artère rénale, on a la veine rénale, et ainsi de suite. L'artère carotide, okay? La veine jugulaire, okay? Ça, vous la connaissez. Tous ces vaisseaux-là, il faut savoir faut connaître leur nom puis connaître leur fonction. Maintenant, il y a une façon plus facile à le mémoriser. Puis on va regarder un petit peu à c'est quoi un petit peu plus tard. So, chose à garder en tête. Le sang circule dans le corps, puis je reviens. Le sang circule dans le corps. Maintenant, le sang entre dans un ventricule, dans les deux ventricules, et sort via l'oreillette du sang. Puis on va regarder en détail le cœur un peu plus tard. Okay? Alors, on va regarder à les différentes parties du système sanguin. La première partie, c'est les artères. Okay? Alors, dans notre corps, on a plusieurs artères. Okay? Et l'artère, ça, c'est le vaisseau qui fait transporter, si je me souviens bien, là, je ne veux pas me mêler. Oui. Les artères transportent le sang oxygéné. OK? Donc, je vais l'écrire. Comme ça, on peut s'en souvenir. Donc, les artères les autres promènent le sang oxygéné. Maintenant, il y a une exception. OK? Il y a une exception, puis ça, c'est pour l'artère pulmonaire. Oups. A-I-R-E. L'artère pulmonaire, elle, okay, transporte du sang désoxygéné. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé artère pulmonaire. Ça aurait dû être une veine pulmonaire. Mais
Je ne sais pas pourquoi. Si vous le savez, laissez-moi savoir. Le deuxième type de vaisseau sanguin qu'on a, c'est les veines. OK? Puis les veines, eux autres, promènent le sang désoxygéné. Maintenant, les artères, en général, qui promènent le sang oxygéné, sont pas super longs parce qu'ils sont seulement entre les ponts. Non, c'est pas vrai. Oubliez ce que je vous dis. Les veines promènent le sang désoxygéné. Maintenant, ça, c'est des gros vaisseaux, ça ici. Les veines et les artères sont les plus grands vaisseaux de notre corps. Les artères sont immenses, sont très grands. Okay? Les veines, eux autres, sont moyens en termes de grandeur. C'est les artères qui poussent la majorité, sont très grands parce qu'ils passent beaucoup de sang. Les veines, on en a plus dans notre corps, donc ils n'ont pas besoin d'être aussi grands pour faire passer le sang. Okay? En général, ouais, en tout cas. L'autre type de vaisseau sanguin, on va voir, c'est les capillaires. Okay? Les capillaires sont très petits. Okay? Puis eux autres, c'est là où souvent on a les échanges gazeux. Okay? Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que les capillaires vont avoir les deux types de sang. Parce que c'est dans les capillaires que l'oxygène soit entre ou soit sorte pour aller dans le sang. Donc, les capillaires, c'est là où que la magie de la respiration cellulaire, pas où ça se passe, mais c'est là où que l'échange gazeux se déroule. Ils sont très petits. Alors, si jamais vous vous êtes coupé un doigt, ou avec un morceau de papier ou quelque chose, c'est fort probable que le petit peu de sang qui sort provient de capillaires. Les capillaires sont très petits, ils exposent à l'oxygène, le sang va devenir vraiment épais vraiment vite, tu vas avoir une cicatrice, ça va disparaître vraiment vite. Okay? Alors, il va toujours avoir les deux types dans les capillaires. Maintenant, on va regarder à des caractéristiques plus spécifiques dans chacun de ceux-là. Des artères, des fois, on va en avoir des plus petits qu'on va appeler des artérioles. OK? C'est pas grave. Les artères sont plutôt élastiques. OK? Alors, ils vont grossir puis rapetisser selon la pression sanguine. OK? Les veines sont pas vraiment élastiques, sont plutôt fixes en grandeur. OK? Alors, ils vont pas changer avec la pression. Alors, quand tu travailles trop fort, tu vas pas péter une artère. Ben, tu devrais pas péter une artère. Si tu pètes une artère, tu es en grand trouble. Mais c'est assez commun, les gens qui travaillent fort ou que la pression sanguine monte vraiment haut, vraiment rapidement, peuvent péter une veine. Ça, c'est pas le fun non plus. Mais ça l'arrive parce que les veines sont en général fixes. Ils n'étirent pas beaucoup. Aussi, à l'intérieur des veines, okay, on y retrouve des petites valves. On va appeler des valves anti-reflux. Puis ces valves-là sont faites un peu comme ça. OK? On va dessiner un peu de même. Puis ça fait en sorte que le sang, lui, quand il passe à travers de la veine, bien, les valves peuvent ouvrir puis laisser circuler le sang. Okay? Si le sang essaie de passer dans l'autre direction, les valves arrêtent. Donc le sang peut seulement circuler dans une direction dans une veine, ne peut pas circuler dans la direction opposée. Parce que les petites valves un peu partout dans le sang, dans la veine, ne permettent seulement le sang d'aller dans une direction. So, ça, c'est un beau
c'est une technologie intéressante qui permet à la circulation d'aller seulement dans une direction. Puis, en fait, c'est une bonne chose parce qu'on a un système clos, donc le sang a seulement besoin d'aller dans une direction. Puis afin d'éviter des erreurs, on a des petites valves qui permettent à ça. Il existe aussi des petites veines qu'on va appeler des vénules, mais en général, on a des artères, des veines et des capillaires. Donc, tous ces différents types de vaisseaux sanguins vont porter le sang. OK? Le sang dans notre corps. Non, c'est quoi du sang? C'est fait de quoi? Ça mange quoi en hiver? Ben, on contient 4 différentes choses dans le sang. La première chose qu'on a dans le sang, c'est du plasma. OK? Environ 55% de notre sang, c'est du plasma. C'est quoi du plasma? Ben, vous autres, c'est la composante liquide de notre sang. C'est presque entièrement composé d'eau. La deuxième composante de notre sang, c'est les globules rouges. OK? Ça, c'est les globules qui transportent le sang oxygéné ou l'oxygène et le dioxyde de carbone. Et environ 44% de notre sang est fait de globules rouges. Mais la quatrième composante, ça va être les globules blanches. Okay? Environ 1% de notre sang est composé de globules blanches. C'est HES. Maintenant, les globules blancs ou les globules blanches, okay, ça, c'est les globules qui nous protègent contre les maladies. Alors, quand on devient malade, c'est ceux-là qui vont être activés pour combattre les infections. Quand tu es en santé, en général, tu as 1% de globules blancs dans tes cellules, dans tes vaisseaux sanguins, dans ton sang. Si jamais tu tombes malade, OK, ou si tu pognes une infection, la quantité de globules blancs dans ton sang va augmenter de façon drastique. Et ça, c'est un des tests qu'on va faire pour voir si tu es malade, si tu es à l'hôpital, puis on voit que le taux de globules blancs dans ton sang est très élevé. Le médecin va probablement dire, oh, tu es probablement prêt à combattre une infection. Donc, ils vont vous donner souvent, ils vont vous donner des antibiotiques afin de traiter cette infection-là. Et finalement, la quatrième composante du sang sont des plaquettes. OK? En termes de quantité de plaquettes, je ne vais pas le mettre en pourcentage, mais il y a un certain pourcentage de plaquettes. Puis il y a d'autres choses dans le sang, mais ça, c'est les 4 grandes parties du sang. Les plaquettes, elles, sont importantes. Les plaquettes, ça, c'est qu'est-ce qui permet la coagulation du sang. Ça veut dire quoi, la coagulation du sang? Ben, quand on se coupe, on ne veut pas qu'on saigne pour toujours. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les plaquettes, eux autres, quand elles sont exposées à l'air, épaississent le sang. Et le sang, quand il devient épais, ça va bloquer les vaisseaux qui coulent. Et puis ça permet à notre corps de se guérir. Alors, les plaquettes, c'est très, très important. Maintenant, il y a des gens dans ce monde qui ont des très bons niveaux de plaquettes qui vont saigner pendant plus longtemps que d'habitude. Alors, si jamais vous allez donner du sang, OK, vous pouvez donner du sang au complet, alors tout ça. Dans certains cas, des fois, ils vont juste retirer le plasma de ton sang. Et dans d'autres cas, des fois, on va retirer des plaquettes pour que les gens puissent avoir accès aux plaquettes. Maintenant, vous pouvez vous imaginer, il existe des gens qui souffrent d'une maladie, je pense que c'est appelé l'hémophilie. Okay? Et puis dans cette maladie, ce qui arrive, c'est que leur corps ne produit pas la quantité de plaquettes qu'ils ont besoin. Alors si jamais ils se coupent, ils vont saigner pendant de très 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 longues périodes de temps. Puis ça peut être très dangereux parce que si on perd trop de sang, bien c'est sûr et certain que le corps ne va pas être capable de se nourrir, puis de s'oxygéner, puis on peut bien sûr mourir. Alors, ces gens qui souffrent de cette maladie vont souvent porter une piqûre. Puis cette piqûre va souvent contenir des plaquettes. Et puis ça va permettre
Une fois qu'ils voient ça, puis ils voient que sont après saigner, ils vont s'injecter. Apparemment, ça fait extrêmement mal, ça fait une grosse douleur. Et qu'est-ce qui arrive, cette injection-là va épaissir le sang rapidement. Et puis, ça va aider au sang de coaguler. Ou ça va au moins arrêter le saignement, la vitesse du saignement. Bien sûr, cette personne-là va avoir besoin d'aller à l'hôpital parce que ils vont pas arrêter de saigner du jour au lendemain, mais ça peut être très dangereux. Donc, les plaquettes, tu peux faire donner des plaquettes, tu peux donner du plasma ou le sang au complet. Je ne pense pas qu'on peut donner juste des globules rouges, des globules blanches. Alors, ça, c'est les grandes composantes du sang. OK? Combien de sang est-ce qu'on a dans notre corps? Ben, chez un adulte régulier, OK? En général, chez un adulte, un homme adulte va avoir environ 5 à 6 litres de sang dans le corps. Et pour une femme adulte, environ 4 à 5 litres dans le sang. Puis ça dépend tout, bien sûr, de la taille de la personne. Surtout de la taille. Alors, ça va être quelque chose environ ce montant-là. On avait parlé de la grande circulation, de la petite circulation, une autre statistique intéressante. Dans la grande circulation, alors qui va jusqu'aux organes partout dans le corps, dans la grande circulation, on va y retrouver environ 80 à 90% du sang à un certain temps. Okay? Alors, si j'étais pour prendre une photo puis compter le sang ou faire un inventaire du sang, on verrait environ 80 à 90% du sang dans la grande circulation à un moment donné. Et puis, dans la petite circulation, bien sûr, le reste. Donc, dépendamment de la personne, entre 10 à, bien sûr, 20% du sang. Donc, entre 10 à 20% de ton sang se situe entre ton cœur et tes poumons dans cette région-là de ton corps. Alors, on revient à notre manuel. OK? On a les sections. On est à la page 290. OK? On a la section sur les artères, les veines, les capillaires, et on parle de tout ça. On a ici un beau petit diagramme qui montre les échanges des substances quand on parle des capillaires. Alors, tu vois, les capillaires, c'est un très petit vaisseau. Si tu compares, on peut voir des cellules. Okay? Des cellules, c'est grand comparé à un capillaire. Okay? C'est très petit un capillaire. Alors, le sang va circuler. L'eau, les glucoses, les acides aminés, toute la nourriture peut rentrer dans les cellules. Et tous les déchets que les cellules ne veulent plus, le dioxyde de carbone, tous les déchets qui ont été dissous dans l'eau vont diffuser à travers la membrane cellulaire puis aller dans les capillaires pour être évacués soit par les reins ou par les poumons. Alors, ça ici, c'est pas mal intéressant et tu peux voir comment petit un capillaire est comparé à les acides aminés. Comparé aux cellules. Ça, c'est le mot que je cherchais. Information intéressante, vous pouvez voir, comme je vous ai mentionné, à la prochaine page, on parle des différentes composantes du sang. Qu'est-ce qu'il y a dans le sang? Plasma, globules blancs, globules rouges, plaquettes. On parle ici des composantes cellulaires du sang. On dit combien de temps ça dure. Nos globules rouges ici vont vivre près de 120 jours. Les globules blancs, on a des différentes sortes de globules blancs. Nos plaquettes vont durer à peu près 7 à 8 jours. Alors, ils sont toujours... ils vont être remplacés assez rapidement. Okay. D'où vient le sang? Où est-ce qu'on l'a créé? C'est dans la moelle osseuse, nos globules rouges. Et la moelle osseuse, puis les poumons, c'est là où les plaquettes vont être générées.
En tout cas, ça c'est super intéressant. On parle des détails de ceux-là, des fonctions de chacune des parties. Ça, c'est une autre bonne chose à comprendre quand on parle du sang. Ça, c'est très important comme information à prendre en compte. Okay? Alors, on parle ici des globules rouges. Je ne veux pas que vous allez en très grand détail, mais savoir les grandes lignes de comment fonctionnent les différentes composantes du sang. Ça va être relativement important à savoir et à connaître. Alors, on va arrêter à là. Okay? Je vais vous laisser du temps pour faire un peu de lecture. Je vais vous donner une couple de questions à faire. Okay? Une couple d'exercices à faire. Et puis, avec ça, vous devriez être en bonne condition. Alors, en termes de devoirs, en termes de travaux que je veux que vous accomplissez, okay? J'aimerais ça que vous lisez bien sûr des pages. Alors, lecture pour le restant de la période. Vous allez avoir, vous pouvez lire dans vos photocopies. OK. Les pages, je dirais, laisse-moi juste regarder, page 9 jusqu'à page 14. Donc, 9 à 14. Et dans votre manuel, alors dans Bio 11, OK, page 282 jusqu'à « 299. Ça, c'est beaucoup, OK? C'est beaucoup de lecture. Mais, encore une fois, j'ai résumé tout. Je vais vous le scanner et que vous le lisez du mieux que vous pouvez. Ensuite, j'aimerais ça que vous faites les questions suivantes. Donnez-moi un instant. OK. Question. OK. Suite à vos lectures, OK, à la page de votre manuel, à 287, OK. J'aimerais ça que vous répondez aux questions numéro 2. Question numéro 5. Et question numéro 6. OK? Et ensuite, j'aimerais que vous répondiez aux questions à la page 302. OK? Et j'aimerais que vous répondiez aux questions 1, 2, et c'est tout. OK? Question. OK? Alors, ça, c'est vos travaux. OK? Pour le restant de la période, il devrait rester environ une quinzaine de minutes. OK? Travaillez là-dessus. Ces questions-là, ce que je vous suggère, regardez aux questions, essayez de trouver les réponses. Ensuite, faites vos lectures comme devoir. OK? Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à me les envoyer. Essayez du mieux que vous pouvez. Et on se reparle au prochain cours. Bonne chance.